Bruno, pour toi, c'est qui ton top de cette journée? Ouais, le top, ça va être Scovolsen. Scovolsen qui a été l'homme du match lors du derby brugeois. Scovolsen qui est un peu une énigme parce que souvent décrié. La saison passée, réserviste plus souvent qu'à son tour. Alors que c'est le mec qui a vraiment le plus de qualité dans le noyau brugeois. Enfin, il y a comme ça des interrogations. Voilà, pourquoi Scovolsen sur le banc? Pourquoi Nusa sur le banc? Il n'y a que l'entraîneur qui peut répondre à ce genre de questions, mais quand on voit le match qu'il fait hier, on se dit il doit être titulaire chaque fois. On va passer de l'autre côté de la table avec Bertrand Crasson. Qui Oui. est ton Moi, homme? je dirais le Storm de Malines. Mhm. Je dirais pas qu'à lui tout seul, il a fait sauter la banque ou la défense Carolo, mais c'est un joueur dont on connaît les qualités. C'est vrai que quand il tourne bien, quand il est en confiance, il peut mettre effectivement beaucoup de défenseurs en difficulté. Donc là, oui, en plus buteur, et pour ne pas toujours parler d'Anderlecht, de Bruges ou des équipes un peu plus huppées, je reviendrai sur cette équipe de Malines avec lui, Storm, Skov, qui sont des joueurs qui... Et une équipe quand même à domicile, quand ça tourne bien, elle peut vraiment vous mettre en difficulté. C'est ce qui s'est passé avec Charleroi. Ils en ont vu un peu toutes les couleurs, mais donc voilà, je dirais ce Storm qui reste un excellent joueur. Et on va finir avec toi, Florent, ton top de ce week-end. Oui, ça n'a pas forcément été le meilleur joueur du week-end, mais je voulais parler de Konstantinos Karetsas, qui est appelé à prendre beaucoup de responsabilités à Genk avec le départ de Elkanous. Tout le monde en fait un petit peu le successeur naturel. Moi, je le vois comme un petit peu plus offensif, plus déstabilisateur qu'un Elkanous, mais je trouve qu'il a fait un très bon match. Il n'a jamais que 16 ans, je crois, il va sur ses 17. Il a fait un très très bon match, beaucoup d'audace, beaucoup de culot, il prend ses responsabilités. J'ai l'impression aussi qu'il commence à être un peu plus dans l'impact, un peu plus un peu plus hargneux que la plupart des joueurs, surtout de son âge comme ça. Alors il faut être très patient avec lui, évidemment. J'en ai vu lui demander à Karetsas et à Thorsten Fink s'il était prêt pour les Diables Rouges. Je pense qu'il faut qu'on se calme tous et qu'on descende d'un étage. Mais c'est aussi lié à son choix de sélection nationale. On ne veut pas se le faire chipper par la Grèce. Mais voilà, Karetsas, c'est un joueur que j'ai trouvé assez impressionnant ce week-end et qu'on va beaucoup suivre cette saison, ça c'est sûr. On va rester avec toi, Florent. Tu étais à Union Anderlecht dimanche soir. Tu as entendu les cris, les chants des supporters après la rencontre. Rimmer dehors, nous voulons voir du football. Est-ce que pour toi, Brian Rimmer est le coupable à Anderlecht? Il faut en plus souligner que les Rimmer Boyton, ils ont commencé pendant le match quand il a fait son changement habituel, c'est-à-dire à l'heure de jeu, quand ça marque pas de goal, il sort Dolberg, il fait rentrer Vasquez. Ça n'a jamais marché, ça marchait une fois à Eupen la saison passée, mais ça marche plus visiblement. Il fait toujours les mêmes changements au même moment. Il n'y a jamais quelque chose d'inattendu qui arrive de la part de Brian Rimmer, et ça les supporters le voient bien aussi. Et donc ça répond en partie à ta question. Est-ce que Brian Rimmer est capable d'amener quelque chose en plus? Moi j'ai l'impression que là il commence à se heurter à ses limites, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas des solutions. Par exemple, il y a très clairement un problème avec Anders Dreyer pour le moment à Anderlecht. Il n'en touche pas une, il n'accélère pas, ça on le sait, il n'accélère jamais, mais je veux dire il n'a pas l'explosivité habituelle, il ne fait pas la différence comme il avait l'habitude de le faire. Mais il n'y a personne pour le remplacer. Alors pourquoi par exemple il n'essaierait pas de faire monter un Fouquet un cran plus haut par exemple, ou de changer quelque chose, peut-être faire passer un Amouzou à droite. On sait qu'Amouzou est capable de jouer à droite de temps à autre, ou faire sortir Dreyer et mettre Vasquez et Dolberg. Enfin bref, essayer quelque chose de plus. Il ne le fait pas. Il a pas j'ai l'impression qu'il a pas non plus tous les outils sur le banc pour le faire. Mais moi j'ai l'impression que Rimmer effectivement se heurte un petit peu à ses limites. Plutôt qu'à celle de son noyau en fait, et c'est ça qui m'inquiète, alors que c'est un noyau qui a des limitations, ça c'est clair, mais j'ai l'impression que Rimmer n'est pas capable de les contourner, ces limitations dans son noyau. Bruno, est-ce que c'est pas peut-être un peu facile de tout remettre sur le dos de Rimmer, et que peut-être que voilà, le niveau du noyau, la qualité du noyau d'Anderlecht n'est simplement plus celle d'il y a 5-10 ans? Il est évident que la qualité du noyau n'est sûrement pas la même qu'à l'époque où Bertrand était sur le terrain. Bon, si on prend un peu plus près, c'est vrai que c'est plus la même chose. Maintenant, ça fait quand même 2 saisons qu'il est là. Et j'attends toujours un match référence, j'attends toujours de voir du fond de jeu. Alors, ok, la défense, elle est au point. Mais entre les deux rectangles, c'est triste à dire, mais on ne voit rien.
Alors les réactions du public, River Button, où on veut voir du football, mais c'est normal. Je veux dire, le public anderlechtois, il a quand même été... C'est l'académie du football, Anderlecht. On attend quelque chose et on ne voit rien. On ne voit strictement rien. Alors on dit, oui, Rimmer, il est là. C'est un peu la marionnette de Fred Berg, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais je suis désolé, Fred Berg, maintenant, on est à la dernière semaine du mercato. Il doit s'occuper des transferts. Et c'est Rimmer qui doit faire quelque chose sur le terrain. Et je veux dire, tu te demandes finalement, en tant qu'observateur neutre, puisque dans le temps, quand Bertrand jouait encore, on avait accès aux entraînements, on voyait ce qui se passait. Aujourd'hui, tout est vraiment aseptisé, etc. On ne voit plus rien. Mais tu te demandes réellement ce qu'il leur inculque. Dans certaines équipes modestes, tu vois des 1-2, tu vois des appels de balles, etc. En Anderlecht, tu vois rien. Un 1-2, je devrais presque demander à mon père quand il a vu les dernières 1-2 en Anderlecht. Est-ce que tu as vécu ça en tant que joueur, c'est des supporters qui se retournent contre un coach, et comment est-ce qu'il faut réagir dans ce genre de situation? Oui, j'ai connu ça évidemment, mais je crois que la différence aujourd'hui, c'est que j'ai connu ça dans des situations où on était un peu en difficulté aussi au niveau des résultats. Ici, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Anderlecht est premier, ils ont sur leur match en plus là, de rattrapage, ils sont qualifiés en Europa League, ils sont presque premiers au classement. De loin, tout va bien. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce que et là vraiment les supporters en reviennent à ce qu'ils attendent, c'est-à-dire voir effectivement du football offensif, voir des buts. Perdre un match, ça peut toujours arriver évidemment, mais on veut voir au moins un peu de spectacle. Puis je pense que ça remonte un peu à... Il y a quelque chose de cassé peut-être entre Rimmer et les supporters. Ouais. Après le match de Bruges l'année passée, où c'est vraiment là qu'il y a eu si Anderlecht gagnait, ils étaient champions. Match à domicile avec tout le public derrière, et là il y a eu vraiment une énorme déception quant au spectacle proposé. Je crois qu'il y a eu quelque chose de cassé un petit peu. C'est pour ça que même en étant premier, en étant qualifié en Coupe d'Europe, etc., les supporters sont toujours là à réclamer. Mais ce sera toujours le cas. Mais oui, comme Florent le disait, il faudrait peut-être avoir un plan B. Il faudrait peut-être aussi mettre 2 attaquants, pourquoi pas, ou proposer une solution alternative c'est vrai, quelque chose qui devient imprévisible, c'est vrai. Mais on sait évidemment que l'entraîneur paye toujours l'addition. Mais je répète, il faut un petit peu attendre. On est en début de saison. Je crois que les supporters n'ont toujours pas digéré l'année passée où le Anderlecht devait être champion, pouvait l'être, et puis se sont retrouvés 3e. Donc oui, il y a une petite rancœur, je crois, qui subsiste toujours. Julien, le mercato d'Anderlecht n'est peut-être pas encore, en tout cas ne suffit peut-être pas encore aux supporters. Ici, la dernière signature, c'est celle de Leander de Donker. Est-ce que tu vois le Diable Rouge comme la grande solution au problème d'Anderlecht cette saison? Je ne crois pas, parce qu'un des problèmes d'Anderlecht, c'est aussi sur le plan offensif, c'est d'arriver à se créer des occasions. De Donker, c'est un joueur défensif qui sort en plus d'une saison très compliquée. Que ce soit en Angleterre ou en Italie, il a très peu joué. Il faut voir aussi dans quel état de confiance il arrive. Et voilà, c'est pas créatif, Donker. Donc je ne crois pas que ce sera la solution au problème d'Anderlecht actuellement. Il va apporter des solutions à Rimmer pour certains problèmes, mais moi j'ai plus l'impression que c'est aussi un transfert. On peut ramener un nom qui peut calmer les supporters, mais pas pour le jeu. Je ne vois pas trop... Vous pensez pas actuellement ce qu'il peut apporter de plus dans les problèmes qu'Anderlecht a. Vous pensez pas qu'il a cette qualité peut-être de rendre meilleurs les joueurs qu'il a autour de lui? Moi je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est en fait, excuse-moi Bruno, mais je pense qu'il va permettre de soulager beaucoup plus les autres milieux par rapport à un Mats Ritz qui fait un début de saison catastrophique. Déjà la saison passée j'étais pas toujours fan, mais il faisait le job, on va dire. C'est dans les grands matchs où je trouvais qu'il passait parfois à côté, mais là depuis le début de la saison, je veux dire, il est passé 2 fois à côté contre Dynamo Minsk, quoi. Ici contre l'Union, pareil, dès qu'il a le ballon, on a l'impression qu'il sait absolument pas quoi faire avec. Il le tape en tribune, il l'envoie devant, il y a personne qui, là où il y a personne, il est aussi censé amener, c'est ce qu'il faisait à Bruges, sur les seconds ballons, de l'infiltration, des frappes, etc.
Il le fait absolument pas. Donc j'ai l'impression que Dendoncker peut-être. Déjà, on sait qu'il a une très lourde frappe, donc il peut amener du danger dans la seconde ligne. J'ai l'impression qu'il sera plus présent, il va pas se cacher dans les duels. Donc ça, peut-être que ça va libérer Stroikens, Leoni, Verskaren, selon ceux qui jouent à ses côtés. Mais je pense que ça va faire du bien sur ce plan-là. Maintenant, c'est pas Dendoncker lui-même, c'est pas Christian Eriksen dont on a parlé tout l'été et qui va probablement pas arriver, quoi. Bruno? Bon, je crois que, comme Florent le dit, c'est un garçon qui va amener de la taille et du muscle. Parce que quand tu prends l'entre-jeu anderlechtois, Leoni, Stroikens, Verskaren, Neritz, tous des mecs qui rendent gratos à Walibi, hein, ils passent tous sous la toise. Donc il faut quand même du répondant physique dans le football. Et là, je crois que Dendoncker, c'est bien. Maintenant, le problème qui reste à résoudre, c'est devant. Moi, j'ai pitié de Dolberg. Hein. J'ai pitié de Dolberg, ce type. C'est de la classe à l'état pur. Je suis désolé, il classe des détracteurs aussi, mais quand tu vois manier un ballon, tu te dis waouh. Le gars, il est vraiment isolé. Il ne soit pas un ballon valable. Et quand il peut avoir un ballon valable, hop, ça revient en défense. On parle Donc, je voudrais quand même ajouter quelque chose aussi par rapport à Anderlecht, toute la tradition anderlechtoise depuis des années, où il y avait quand même cette créativité, cet aspect artiste. Je parle à l'époque peut-être des Zetterberg, des joueurs comme ça. Puis après, il y a quand même eu ces Boussoufa, Ahmed Hassan, des choses comme ça. Donc il y avait quand même cette créativité où il y avait un joueur au moins qui avait de la liberté pour être créatif. Aujourd'hui, on rentre dans un jeu qui est formaté, qui est assez numérisé, je dirais, avec des passes selon des zones, des lignes et tout ça. Et l'action ne commence que quand le joueur a le ballon dans les pieds, souvent. Et donc souvent, je pense qu'il s'est passé avec Anderlecht, c'est qu'on a compté sur des individualités pour résoudre ces situations. Amouzou encore, on espère qu'il va passer son homme en 1 contre 1. Il y a souvent des 1 contre 1 qu'on espère être la clé de la solution. Donc je pense qu'il faudrait effectivement préparer d'autres options de jeu ou d'autres systèmes de jeu. Ou l'un ou l'autre joueur aussi qui pourrait, pardon, ça c'est une amende, mais qui pourrait préparer et donner plus de créativité et de liberté aussi à des joueurs. C'est ça on a l'impression que même en étant à une place offensive, en milieu offensif, ils ont l'air d'être cadenassés un peu dans un schéma, ils sont pas très en confiance, ils savent pas trop où aller. Donc voilà, mais ça c'est un choix évidemment à faire, le système. Un 4-2-3-1 par exemple peut permettre d'avoir un joueur derrière les attaquants qui est libre, qui se balade, qui donne les passes. On a vu ça avec des joueurs comme El Khanous, enfin d'autres. Je peux me tromper, hein, mais je crois que ça conviendrait mieux à Anderlecht que ce football un peu stéréotypé. C'est ça. Je trouve où on attend trop des ailiers. Et ça amène un jeu qui est prévisible pour l'adversaire. Surtout quand les ailiers c'est Angulo et Dreyer et qui sont vraiment pas dans une bonne passe. Aussi, je trouve, ils trouvent pas la solution. Un jeu trop prévisible et donc un manque d'efficacité pour le moment à Anderlecht. Pareil du côté de l'Union Saint-Gilloise. Déjà 4 matchs cette saison pour l'Union où il n'y a pas eu un seul but inscrit, toutes compétitions confondues, dont 3 en championnat. Florent, tu étais du coup à Union Anderlecht. Est-ce que tu penses que finalement l'attaque de l'Union n'a tout simplement pas le niveau pour atteindre les Champions Playoffs? Pour atteindre les Champions Playoffs, je n'irai pas jusque-là quand même. Parce qu'on est d'accord qu'on parle toujours d'un top 6, hein, c'est pas un top 4 comme ça a pu l'être il y a quelques années. Je pense quand même qu'il y a la qualité là pour aller dans ces Champions Playoffs. Mais ça va, on remplace pas Puertas, c'était combien d'assists la saison passée? C'était plus de 20 assists je crois sur toutes les compétitions confondues. Amoura c'était une 15aine de goals. Vous remplacez pas des joueurs pareils en un clin d'œil. Rodriguez il a des qualités, on le voit bien, mais malheureusement il met pas les goals au fond, mais il a des qualités. Il y a Franjo Ivanovic là, dont on ne sait pas encore vraiment trop ce qu'il vaut, mais il lui faudra aussi du temps pour s'adapter. Donc je pense que quand on perd peut-être l'équivalent de 40 goals et assists toutes compétitions confondues avec deux transferts sortants, on va avoir du mal à marquer des goals. Ça c'est inévitable. Donc moi ce qui me rassure c'est que dans le jeu ça va. Dans le jeu c'est pas mauvais. C'est peut-être pas la grande union qu'on a pu voir il y a quelques années sous Blessing, mais il faut aussi voir que Pocognoli c'est sa première saison en tant que T1. C'est peut-être un pari un peu risqué de la part de l'Union, je trouve, d'avoir mis Pocognoli parce que je suis pas sûr qu'il soit déjà prêt. Mais je trouve que ça pourrait être pire en fait quand on y pense. Voilà, ils sont à l'heure actuelle, ils sont avec 9 points je crois cette saison, donc c'est pas non plus catastrophique.
Il faudrait peut-être qu'ils commencent une série. Ça leur ferait beaucoup de bien, je pense, parce qu'il y a beaucoup de frustration après les matchs aussi au sein de l'Union. Mais comme le disait Sadiki après le match, ce 0-0 là, il est moins inquiétant que le 0-0 contre Saint-Tron. À Saint-Tron, où il y avait vraiment rien. aucune occasion. Voilà. Contre Anderlecht, il y a eu quand même la plus grosse occasion, c'est ce penalty raté par Kevin Rodriguez. Bertrand, est-ce que tu as déjà tenté une panenka en match? Tu as déjà tiré un penalty J'ai déjà tiré, marqué et raté aussi, donc voilà. Mais non, panenka, j'aurais pas osé, j'ai jamais osé faire ça. Est-ce que c'est intelligent de le faire à ce moment-là du match à 0-0 dans un derby où il y a une tension et en plus de ça l'Union qui ne marque pas beaucoup? Ouais, c'est là où tu prends un gros risque, quoi, où puis il y a toujours ce petit côté je vais humilier le gardien. Quand ça passe, évidemment, il y a ce côté humiliation aussi qui peut voilà. Mais si ça rate, évidemment, là tu prends la double peine en pleine face, quoi. Donc tu prends le fait qu'ils n'ont pas gagné à cause de ça aussi. Puis bon, voilà, il a été ridicule aussi dans sa manière de shotter ce penalty. Donc voilà, il s'est pris le revers de la médaille en voulant humilier. Donc il s'est fait humilier lui-même. Mais oui, bon, maintenant, qui était le tireur attitré, etc., ça on peut revenir là-dessus. Mais c'était un pari risqué qu'il a raté. Donc maintenant, c'est peut-être dommage pour l'Union parce que ils ont fait une bonne prestation, ils ont dominé Anderlecht, donc ça aurait été effectivement une victoire méritée. Atteinte avec un penalty, ça c'est pas le problème, mais c'est vrai que ça a été un geste quand même qui va l'empêcher de dormir quand même. Non, si Anouar a été là, tu mets une de ces deux énormes occasions, plus ou moins du point de penalty aussi d'ailleurs, il les met toutes les deux au-dessus. Il y a eu d'autres occasions. Ouais. On n'en parle pas de ce penalty, enfin on en parle quand même parce que c'était vraiment ridicule, mais on en parle moins en tout cas de ce penalty raté. Si la latte elle rentre au lieu de rebondir devant la ligne, bon voilà. Il y a eu beaucoup d'autres occasions offensives et dans l'autre sens, dans l'autre rectangle, Anthony Maurice n'a quasiment rien eu à faire. 4 clean sheets déjà cette saison pour Anthony Maurice en championnat. Bruno, est-ce que tu penses qu'on peut dire que l'Union a actuellement la meilleure défense de Pro League? J'ai pas vu toutes les autres équipes, mais disons que sur papier c'est quand même solide. Bon, et maintenant il y a Burgess qui est revenu aussi. Bon, c'est quand même un élément important. Je pense effectivement que l'Union, secteur gardien, défense, c'est vraiment du tout bon. Non, quand on voit la qualité des joueurs qui sont partis, Nilsson, Amoura, Puertas, c'est normal quand même que ça prenne du temps à reconstruire, à retrouver des automatismes, ce qu'ils ont déjà derrière. Et ça, c'est quand même déjà très important. On va faire un petit détour vers le 3e club bruxellois, le RWDM, qui a battu Eupen 2-1 vendredi soir. Un début de saison presque parfait, on va dire, avec un match nul et 2 victoires. Julien, toi qui les suis au quotidien, est-ce que Molenbeek a les armes vraiment pour remonter directement en Division 1? Quand on voit le jeu qu'ils ont proposé sur les 3 premiers matchs, oui, ils peuvent jouer les 2 premières places sans problème. Mais voilà, c'est toujours la question, c'est est-ce que le noyau est suffisamment large pour tenir toute une saison à ce rythme-là? Et là, on sent que c'est encore un peu court, quoi. En attaque, il y a juste le Polonais Parchisek, et derrière, il n'y a rien. Donc, si lui ne fonctionne pas bien, il n'y a pas vraiment de solution de rechange. Et si tu as des blessés à gauche, à droite, ça peut être court à certains moments. Donc, il faudra voir. Là, on sent qu'il y a de la qualité. Dans le jeu proposé, il y a quelque chose de cohérent qui tient la route. Mais voilà, comme je viens de dire, ça dépendra un peu sur la longueur. S'il n'y a pas de pépins, oui. S'il y a des pépins, on verra un peu comment ce noyau-là peut les gérer. On va clôturer le chapitre Pro League avec le Standard. Et j'avais une question pour toi, Bertrand. Donc le Standard qui a perdu contre Louvain samedi soir. Et après la rencontre, pas mal de journalistes ont été un peu surpris par les commentaires d'Ivan Leko en conférence de presse. 2 phrases que je ressors. Pour le Standard actuel, perdre à Louvain n'est pas un drame. C'est la première phrase. Et puis la deuxième, je rêverais d'avoir certains remplaçants de Louvain dans mon équipe. Voilà, on connaît la communication d'Ivan Leko. En préparation, il a osé aussi allumer pas mal de joueurs comme Lucas Noubi, un jeune défenseur, où il a clairement dit qu'il faisait beaucoup trop d'erreurs que pour être performant. Est-ce que, d'après toi, c'est la bonne façon de faire d'un coach, ou est-ce qu'au contraire, il va perdre son groupe avec ça? Non, je ne pense pas que ce soit opportun, alors qu'ils avaient quand même... Il y a eu quelques signaux positifs quand même dans ce début de saison.
Maintenant, au niveau de la communication, je crois qu'il a, dès son arrivée, il a envoyé quand même des flèches un peu à tout le monde. Mais est-ce que la question est de savoir, est-ce qu'il y a une direction au Standard pour lui taper sur les doigts? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui au-dessus de lui qui peut le convoquer dans son bureau et dire non, on sait pas qui, on sait plus qui est quoi en fait finalement maintenant dans ce club. Enfin, c'est mon impression de loin un petit peu en regardant ça. Je ne suis pas au quotidien, mais j'ai l'impression, voilà, donc qu'on peut lâcher comme ça tout ce qu'on veut, voilà, ça n'a pas de conséquences parce que quand même, ça fait des mois que c'est le foutoir un petit peu au niveau de la direction et que l'entraîneur aussi en rajoute une couche. Et je comprends parce que c'est peut-être un sanguin, l'écho, et qu'il a envie effectivement forcément de bien faire et de faire du bon boulot. Et il n'a peut-être pas effectivement les armes pour répondre même à des équipes comme Louvain ou Saint-Tron, enfin je sais pas. Mais oui, c'est peut-être... c'est comme en général, il vaut mieux rester un peu, faire profil bas parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ça vous revient en pleine figure. Donc voilà, mais je répète, qui est au Standard peut, au niveau de la direction, maintenant, peut reprendre un peu les choses en main, peut dire, voilà, écoute, voilà, ça c'est ton noyau. C'est comme ça, tu vas devoir le faire avec jusqu'à la fin, quoi. Donc tes déclarations, voilà, c'est pas opportun pour l'instant. Donc voilà, mais bon, voilà, c'était déjà un joueur sanguin, c'est un entraîneur sanguin. On va quitter la Pro League, on va rejoindre la Ligue des Champions avec un club belge qui va participer cette saison à la Ligue des Champions, le club de Bruges. Quelques noms de leurs adversaires, Manchester City, Dortmund, la Juventus, le Milan AC ou encore Aston Villa. Florent, est-ce que tu penses que le club de Bruges actuel a tout simplement le niveau pour concurrencer ses adversaires et même, je dirais même plus, pour prendre des points face à ses adversaires? Actuel, celui de la saison passée, celui d'il y a 2 saisons, le meilleur club de Bruges des 10 dernières années, il n'a pas le niveau pour jouer contre des équipes pareilles, ça c'est clair. Aston Villa, oui, tu peux peut-être prendre des points. Il y a des plus petites équipes dans leur groupe, je pense quand même. Il y a Sturm Graz contre lequel il doit absolument prendre les 3 points, par exemple, même s'il joue à l'extérieur. Ça, c'est dommage. Ça aurait été bien de jouer les petites équipes à la maison. Dommage pour les supporters, hein, mais c'est quand même mieux de jouer les petites équipes à la maison et d'essayer d'assurer le coup, prendre les 3 points, plutôt que de risquer d'aller en perdre à Sturm Graz et quand même te faire écraser à domicile par Dortmund. Parce qu'on le rappelle, il y a 8 matchs de poule pour le club de Bruges et c'est la même chose en Europa League avec 8 adversaires, 4 qu'on affronte à l'extérieur et 4 c'est ça. Moi j'aime bien ce système, je trouve que c'est sympa, ça permet d'avoir 8 adversaires différents, ça change un petit peu, que ce soit pour les supporters, pour les joueurs. Bon, après, Brian Rimmer disait en rigolant que leur analyste vidéo, il n'est pas forcément ravi d'avoir 8 équipes à analyser au lieu de 3, comme c'était le cas avant dans une poule européenne. Mais je trouve ça intéressant. Par contre, le Bruges actuel n'est pas capable d'aller prendre des points à Manchester City. À domicile contre Dortmund, ça va être compliqué. Ils reçoivent la Juventus aussi, je crois, il me semble. Ça va être très compliqué. En fait, je pense que la Ligue des Champions dans ce format-là, à moins d'être vraiment chanceux au tirage, c'est très compliqué pour un club belge. Quand on voit que même l'Europa League, Anderlecht a eu beaucoup de chance au tirage, j'imagine qu'on va en parler après, mais même en Europa League, il y avait moyen d'avoir des tirages injouables pour les clubs belges. On a été plus ou moins vernis, mais voilà, donc c'est des compétitions qui sont quand même assez compliquées. Oui, clairement. Bruno? Écoute, moi je me souviens de l'époque où, avec Aimé Antonis, Anderlecht jouait la Ligue des Champions, et il y avait encore 2 phases de groupe, et Anderlecht tombe contre Manchester United, Dynamo Kiev, PSV, et puis au deuxième tour, Rome et le Real Madrid. Et j'entends toujours Aimé Antonis dire qu'une stunt. On peut réaliser des coups d'éclat. Et on était dans cette salle et on se disait, mais quel doux rêveur, c'est pas possible. Et finalement, Anderlecht a gagné contre le Manchester United. On a terminé premier du groupe. Oui, Anderlecht a gagné contre Kiev, Anderlecht a gagné contre le PSV, par après contre Rome, le Real Madrid avec contre Manchester aussi. Oui, exactement. Mais je veux dire, si tu prends ça maintenant, Verhaeghe a dit exactement la même chose, on peut peut-être réaliser quelque chose. Il est évident que tu vas jouer Manchester City, le dernier match, Manchester City peut jouer avec des juniors.
Et là, tu peux réaliser. Comme l'Union a battu Liverpool la saison dernière. Exactement. Donc, dans ce contexte-là, oui, tu peux réaliser quelque chose. Maintenant, si c'est vraiment pour du fric, pour des points, là, je crois que tu n'as aucune chance. Aucune chance. Julien ? Le format est particulier parce qu'il y a 36 équipes. Les 8 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale directe. Et puis de la 9e à la 24e place, c'est barragiste. Donc ça veut dire qu'il faut finir, pour un club comme Bruges, il faut finir dans les 24 premiers. Sur 36, je pense c'est faisable. Ils peuvent aller chercher quelques points par-ci, par-là. À mon avis, avec l'expérience que j'ai de Football Manager, en général, 6-7 points, ça te permet d'être dans les barragistes. Dans le bas, mais t'es dans les barragistes. Je pense que Bruges, avec le calendrier, Sturm Graz, on peut imaginer qu'ils vont aller chercher les 3 points. Tu peux faire un coup d'éclat à domicile à l'extérieur contre un autre, aller chercher un match nul par-ci, par-là. Et puis ton dernier match, je ne sais plus contre qui c'est. Le dernier match de Bruges, c'est à Manchester City. Manchester City, si City est qualifié, comme Bruno dit, ils vont être une équipe B. Ouais. Tu peux espérer faire quelque chose. Donc, c'est un format qui autorise pas mal de surprises parce qu'une équipe qui fait un 12 sur 12 se dit on va être tranquille, les prochains matchs qui arrivent, les 2 derniers, on peut jouer plus cool. Et puis il ne faut pas oublier non plus que les 2 derniers matchs se jouent au mois de janvier, février. Ouais. Donc il y aura un mercato qui va arriver aussi à ce moment-là qui peut avoir une influence. C'est vrai. Donc moi je pense que Bruges peut finir les 24 premiers parce qu'ils étaient chapeau 3 Bruges. Donc il faut se dire que les 9 équipes derrière dans le chapeau 4 peuvent finir derrière. Donc donc je vois Bruges finir dans les 24 et puis... Ça devient quand même parce que contre le 7e du oui, deuxième chapeau, demain on joue contre le 17e du chapeau 4, c'est quand même... il faut suivre quoi. Surtout qu'en plus tu peux tomber contre une équipe qui est dans le ventre mou, qui se dit nous on finira pas dans les 8 premiers, mais on a tellement assez de points qu'on finira pas. Donc tu te retrouves... ça va être compliqué de voir clair aussi. Oui, à mon avis, après à partir de janvier qu'on saura un peu... donc les 2 derniers matchs seront décisifs et c'est là que... Avec le mercato de janvier, que Bruges peut se dire tout peut jouer. On peut attirer un joueur en disant si tu viens, tu peux nous aider à passer en barrage. Quoi. Ça va être très intéressant de voir, je trouve, la gestion des noyaux pour certains clubs, parce qu'il y a des clubs là-dedans qui, par exemple, Brest joue la Ligue des Champions. Comment un club pareil va gérer un tel calendrier? Parce qu'il y a 2 trêves internationales ici, il y en a une maintenant, il y en a une en octobre. Il n'y en aurait pas une en novembre aussi, il y en a une en novembre aussi. Donc on a 3 trêves internationales avant la fin de l'année. Tu joues toutes les semaines en fait. Tous les 3 jours, tu joues plusieurs fois toutes les semaines. Tu as les matchs européens qui vont s'enchaîner. Donc effectivement, il y a des clubs qui vont se dire on ne sera pas dans le top 8, on sera pas non plus dans le bottom 8. Donc on va mettre l'équipe B en Coupe d'Europe. Donc comment les clubs vont gérer les noyaux? Est-ce que même ils sont capables d'y penser maintenant, tellement le programme est chargé, tellement c'est la première fois aussi qu'on vit ça? Les matchs qui vont se passer en janvier, comme on vient de le dire, il y a un mercato entre les deux, donc ça va être je pense qu'on va essuyer les plâtres cette saison et ça va peut-être permettre des surprises aussi justement. Tant la formule précédente permettait d'avoir des matchs qui étaient hyper intenses jusqu'à vraiment 5e, 6e journée sans problème, tant ici je pense qu'on aura des journées qui seront un peu plus molles entre guillemets avec 2 équipes de milieu de classement qui se disent on fait pas trop machin et donc je pense que ça sera moins spectaculaire que la précédente version, mais ça pourrait offrir par contre plus de surprises. C'est ça. Bertrand, on va descendre d'un étage avec l'Europa League et Anderlecht. Voilà, quelques belles affiches, pas beaucoup. Porto, la Real Sociedad. Voilà, pour le reste, il y avait encore Hoffenheim, Ludogorets ou encore le Slavia Prague. Oui, est-ce qu'on peut imaginer une belle campagne européenne? Est-ce que les supporters peuvent rêver d'une belle campagne européenne? Je ne sais pas s'ils ont encore cette capacité à rêver, mais je dirais que non. Voilà, si pour Anderlecht, c'est une mission aussi peut-être de reconquête un peu du public et généralement de retrouver peut-être des soirs européens. C'est ça. Je dirais même le Slavia Prague, c'est une belle équipe. Pourquoi pas qui a failli se qualifier en Champions League. Oui, voilà. Donc non, je crois que les supporters seront là. Ils ont envie de voir du football européen et je crois qu'Anderlecht aussi doit faire un peu redorer le blason, peu importe l'adversaire. Si ça doit passer par Ludogorets ou ça doit passer par là, il faut de toute façon passer par l'Europa League. La Champions League, c'est encore un autre niveau. Anderlecht n'est pas encore prêt pour ça. Il y a encore plusieurs étapes à passer. Donc voilà, première étape, c'est essayer déjà de passer, de se qualifier en Europa League. Donc voilà, mais ces adversaires-là, c'est difficile de les juger parce que je crois c'est assez équivalent au niveau des qualités, au niveau des noyaux.
c'est difficile de faire vraiment un bilan général ou des pronostics. Il y a tellement de matchs qui vont arriver que et celui qui arrivera à le pronostiquer juste, il est fort, en tout cas celui-là. Bruno, du côté de l'Union Saint-Gilloise, la saison dernière, c'était un 8e de finale contre Fenerbahçe. L'année d'avant, c'était un quart de finale d'Europa League. Ici, les adversaires, il y a l'AS Rome, il y a Braga, il y a Nice, il y a une nouvelle fois Fenerbahçe. Il y a aussi les Glasgow Rangers, contre qui l'Union avait été éliminé de la Ligue des Champions la première saison. Est-ce que, une question un peu similaire, est-ce que l'Union peut aussi rêver d'un aussi beau parcours, en tout cas de ce qu'elle a fait les 2 dernières saisons? Ça va être compliqué, je crois. Ça va être compliqué. Bon, ils retrouvent des anciennes connaissances. C'était des beaux matchs, mais je veux dire, c'était une équipe de l'Union vraiment performante. Ici, ça va dépendre un peu de la forme du jour, même s'il y a quelques adversaires qui sont plus jouables que d'autres. Mais Fenerbahçe, les Rangers... À l'extérieur, tous les deux. Oui, justement, c'est vraiment pas du gâteau. Hein, donc ça va être compliqué. Mais ceci dit, je pense qu'à ce niveau-là, comme Bertrand le dit, ce qui est bien, c'est de pouvoir retrouver du football. En plus, la qualité de l'adversaire, j'ai vu les 2 matchs du Slavia Prague contre Lille. Ils étaient déjà passés par l'Union aussi. C'est quand même une belle équipe, hein. Franchement une belle équipe. Puis c'est une accumulation d'expérience aussi pour les joueurs, pour la Belgique. C'est bien de participer à ces grands. À Porto, c'est un grand club. Enfin, je veux dire, il y a toutes ces équipes belges, même en Conference League aussi. Voilà, c'est de l'expérience qui est accumulée, donc on ne va pas s'en plaindre. Mais voilà, je crois qu'il faut un petit peu se mettre en retrait au niveau des ambitions, hein, clairement, mais considérer ça comme un gage pour l'expérience, pour le public aussi. Et voilà, mais je crois qu'on n'a pas d'écurie vraiment en Belgique ou de club locomotive au niveau du budget. On n'est pas à la hauteur au niveau du budget, au niveau des noyaux, etc. Donc voilà, il faut reprendre un peu le trajet classique. On est dans le bon, hein, même la Gantoise aussi en Conference League, je trouve que ça va, c'est pas mal ce qu'ils font aussi. Donc voilà, on attend de vibrer, mais bon, il faut pas être étonné si ça passe pas, quoi. Et quand est-ce qu'on pourrait retrouver, d'après vous, Anderlecht en Ligue des Champions, et est-ce qu'un jour on va voir l'Union en Ligue des Champions? Le silence qui dit tout. Il faudrait être champion déjà pour ça. Enfin non, on peut aussi passer par les barrages évidemment, mais pour Anderlecht, j'ai pas l'impression que ce soit pour cette saison. Mais derrière, de toute façon, comme je le disais, déjà à Bruges, qui est la locomotive du football belge ces dernières années, on voit le tirage qu'ils ont. Ça va être très très compliqué de faire autre chose que de la figuration en Ligue des Champions. Après, ça fait effet boule de neige parce que tout ça, c'est des énormes matchs qui vont apporter énormément d'argent et c'est très bien pour la suite. Maintenant, imaginez l'Anderlecht de cette saison avec le tirage de Bruges. Ce serait un massacre. Mais alors là, un massacre vraiment. Déjà là, à l'heure actuelle, le tirage de l'Europa League, ils ont vraiment beaucoup de chance. Vraiment, parce que je pense pas qu'ils vont prendre une pilule à la Real Sociedad. Ils vont peut-être perdre, mais je pense pas qu'ils seront ridicules. Et ils reçoivent Ferencváros pour commencer, donc ils peuvent éventuellement penser à prendre 3 points. Ils ont la chance de ne pas devoir se déplacer dans un chaudron comme celui de Ferencváros en Hongrie, et de ne pas devoir se taper le déplacement que j'avais fait à la saison passée, c'est pas fun, à Razgrad pour Ludogorets. Donc Anderlecht peut peut-être faire quelque chose en Europa League. Mais déjà là, on parle de faire quelque chose. Ils vont pas rouler sur leur groupe, ça c'est certain. Ils vont les mettre en Ligue des Champions. En fait, je pense même pas que ce soit utile pour un club comme l'Union ou Anderlecht à l'heure actuelle d'arriver en Ligue des Champions. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est encore. Imaginons que l'Union soit championne cette saison. Imaginons, ou qu'Anderlecht soit champion. Ils vont perdre combien de joueurs à l'intersaison? Ça peut pousser les joueurs aussi à se dire on va rester. Ça va donner des plus grosses enveloppes aussi peut-être au club pour faire venir des joueurs de plus grande qualité. C'est vrai aussi, ouais. Mais à l'époque où Anderlecht jouait la Ligue des Champions et que Herman van Olsbeek était manager, il jouait la Ligue des Champions 2 années sur 3. Et avec les recettes qu'ils faisaient, tu te disais, ils vont prendre leur distance par rapport au reste en Belgique. Ça ne s'est pas fait. Et maintenant, je suis tenté de dire la même chose pour Bruges. Quand tu vois tout ce qu'ils ont vendu et tout ce qui va encore entrer comme argent, tu te dis, ils vont devoir prendre leur distance. Mais tu as besoin de plus de joueurs, tu as besoin d'un noyau encore plus fort. Tu te permets de temps en temps une petite folie, comme Yaremchuk qui te coûte 17 millions et qui n'apporte rien. Conclusion. Moi, je serais enclin de dire Bruges pourrait, à l'avenir, être vraiment la locomotive au niveau européen.
Ils ont déjà fait des coups d'éclat d'ailleurs contre l'Atlético. Contre l'Atlético. Oui, c'est ça. Donc c'est possible. Et logiquement, avec tout ce qui va rentrer comme argent, ils pourraient encore étoffer un peu leur registre. Mais le reste, non. Union, Anderlecht, non. Genk, non. Standard, non. Maintenant, il faut voir quelles sont les Non, ambitions non. au niveau européen. Ça Est-ce s'ouvre, qu'on on veut être... T'as- à l'Union, petite parenthèse qui est peut-être un peu moins à voir, tu as le problème du stade aussi. Ouais, ça, c'est- Qui, à mon avis, je peux me tromper, mais doit jouer aussi dans les décisions futures. Aussi, parce que est-ce que les propriétaires vont rester si les autorisations communales ne sont pas respectées? Et donc l'Union Saint-Gilloise qui va Non, mais jouer c'est- cette c'est- saison, c'est le un match à vrai domicile, problème, hein. au Stade Au Stade Roi-Baudouin. Roi-Baudouin, C'est un vrai horrible. problème. Ce qui est un C'est problème une pour le catastrophe, club et même pour, Voilà. pour les supporters qui doivent Évidemment. s'exiler pour aller voir les matchs. Quel est le futur matchs si européens. si les communes s'entretuent et ne trouvent pas d'accord pour un stade? Qu'est-ce que l'Union va faire aussi à ce niveau-là? Soit dit en C'est passant, c'est à côté, mais c'est lié. ils sont pas vernis d'ailleurs les supporters de l'Union parce qu'ils jouent leur match à domicile dans ce stade Roi-Baudouin que je crois personne ne défend autour de cette table honnêtement. C'est vraiment pas un plaisir d'aller dans ce stade. Donc le stade sera pas rempli en plus de ça parce que c'est trop grand pour ce que c'est. Et en plus de ça les déplacements, Fenerbahçe ils ont déjà été, les Glasgow Rangers ils ont déjà été. Heureusement, Braga, c'est à domicile et c'est pas à l'extérieur parce qu'ils étaient déjà allés. Ouais, c'est vrai, mais ça fait quand même 3 clubs sur les 8 que tu peux tirer, que tu as déjà joué depuis que tu es remonté en D1. Ça fait beaucoup. T'as joué 3 fois l'Europe et c'est vraiment, ils ont vraiment pas de bol. Les supporters de l'Union, c'est vraiment pas cool. On va terminer avec un dernier chapitre avec les Diables Rouges et la sélection de Domenico Tedesco qui a été annoncée vendredi dernier avec 2 matchs. Ce vendredi, Belgique-Israël qui va être joué en Hongrie et alors France-Belgique lundi prochain. Une grosse surprise, une grosse nouveauté dans cette sélection, c'est la présence de Duranville. Duranville qui n'a... Engels. Et Et Engels Arne aussi. Engels, mais il était déjà repris comme Il a- backup avant l'Euro, donc un peu moins surprenant. Voilà, je trouve. moins surprenant que Duranville qui n'a joué que 15 matchs en professionnel avec une équipe première depuis qu'il est footballeur. Julien, est-ce que tu ne penses pas que c'est trop tôt de reprendre un joueur, alors pétri de talent c'est sûr, mais est-ce que c'est pas trop tôt de le mettre chez les Diables Rouges dès maintenant? Ce serait pour des qualifs pour Coupe du Monde, je dirais oui. Là, c'est la National League et Tedesco a dit en conférence de presse qu'il voyait cette National League comme une préparation pour la Coupe du Monde. Donc c'est l'occasion ici, cet automne, de tester certaines choses et pas de le faire en premier match de l'Euro, comme on l'a vu au mois de juin. Donc Duranville, oui, pourquoi pas en fait. Les matchs qu'il jouait ici récemment avec Dortmund, il a été pas mal. Donc c'est l'occasion de le voir dans un autre contexte, à un autre niveau, face à la France, face à Israël. Moi je pense que c'est si Tedesco voit la National League comme une manière de faire des tests, puisque la National League a remplacé tous les matchs amicaux qu'on pouvait faire avant, autant en profiter pour faire ça. Et est-ce que c'est pas un peu risqué, Florent, de faire des tests parce que voilà, on l'a entendu à la conférence de presse la semaine dernière, il a fait son mea culpa, il a parlé de ses erreurs, 3 grosses erreurs qu'il avait commises pendant l'Euro. Est-ce que si maintenant il fait des tests contre Israël et que ça se passe mal et peut-être aussi contre la France, est-ce que c'est pas un peu risqué pour lui en tant qu'entraîneur national de prendre des risques, de faire des tests maintenant? Bon, pour que ça se passe mal contre Israël, il faudra quand même qu'il teste vraiment beaucoup de choses, honnêtement, parce que c'est vraiment très très faible en face. Donc je pense que c'est le moment de faire des tests justement contre Israël. Contre la France, je pense quand même qu'il ne va pas titulariser Julien Duranville ou mettre un 4 arrière complètement expérimental non plus. Donc moi je pense que c'est une bonne chose de faire les tests maintenant. J'aime bien le fait qu'on commence contre Israël justement, contre une équipe qui est assez faible, qu'on devrait pouvoir dominer et qui permettent justement de faire des tests, et puis qu'on retrouve la France directement. J'aime bien ça parce que c'est un gros match, mais dans le contexte de la Nations League. Donc on va directement se tester contre l'équipe qui nous a éliminés à l'Euro, avec toujours le contexte particulier qu'est la France. Donc ça va être intéressant. Pour revenir sur Duranville, moi je trouve ça très surprenant parce que si tu veux faire des essais à ce poste-là, Tedesco l'a dit lui-même, il a 12 ailiers différents qu'il pourrait appeler. Et pourquoi tu n'appelles pas un Mika Götze qui est en grande forme avec l'Ajax? Pourquoi tu n'appelles pas Malik Fofana qui est en grande forme avec Lyon? Pourquoi Duranville, dont on sait que physiquement il a du mal à enchaîner les matchs, qui a 15 matchs en équipe A depuis le début de sa carrière, on l'a dit. Pour moi, il est plus talentueux, Duranville. Il est plus talentueux que tout ce que je viens de citer. C'est peut-être, en termes de talent pur, il est peut-être même au-dessus de Jérémy Doku, je trouve. Il est plus imprévisible, il a un dribble un petit peu moins systématiquement le même crochet accélération, il est plus technique et il va encore plus vite, je trouve, que Doku. Mais pour moi, il n'est pas prêt. Dortmund, ils vont être comme ça, ils vont trembler pendant. Imaginons qu'ils rentrent en fin de match contre Israël et qu'on ait le milieu défensif du Maccabi Tel Aviv qui lui pète une jambe.
Bon, moi je trouve ça très risqué, je comprends pas trop. Après, rien ne dit qu'il va jouer. Ouais, mais si tu l'appelles, c'est quand même pour le faire jouer. Et si C'est peut-être pour le voir aussi dans un autre contexte, tu penses pas qu'il va jouer? Bon. l'avoir 10 jours avec et apprendre à mieux le connaître, etc. C'est possible aussi, oui. Après, ça prouve aussi la préférence que Tedesco a pour la Bundesliga. Voilà, je pense que ça c'est clair. Bertrand, Romelu Lukaku n'a pas été repris, lui. Oui, Il est à Naples. Witsel non plus. Vertonghen a pris sa retraite. Oui. Le cas Courtois, on le connaît. Qui sont, d'après toi, les joueurs qui doivent vraiment être les leaders de cette sélection? On les connaît, donc moi je trouve un peu étrange de parler comme ça maintenant de test. Et, oui, on a pris un nom, c'est Duranville. Et on parle de Duranville comme si il ne jouera pas déjà, à mon avis. C'est parce que c'est c'est peut-être un coup de com' aussi pour dire on prend des jeunes. Mais l'équipe qui sera sur le terrain, on les connaît. En fait, c'est l'équipe qui n'a pas eu sa chance à l'Euro. En fait, ça va être De Ketelaere, ça va être Openda. C'est tous ceux qui n'ont pas joué. Et pourquoi tu les as pas fait jouer? Donc maintenant, on va dire, moi, je vais les faire jouer. En fait, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, on essaye de rattraper un peu le temps perdu et voilà. Donc, c'est même pas le cas pour Duranville parce que bon, là, c'est vrai que c'est étonnant de voir ces statistiques et de voir l'équipe nationale. Mais bon, voilà, cette Ligue des Nations va servir à passer le flambeau à d'autres. Mais les patrons de l'équipe, c'est toujours De Bruyne le patron, c'est toujours lui le grand patron de l'équipe. Après, Lukaku, c'est vrai que quand il était en forme, ça l'était déjà aussi à l'Euro. C'est peut-être vraiment le moment d'Onana de Maintenant, prendre une dimension Onana, supérieure. oui, mais voilà, il faut définir vraiment le système. Il faut effectivement faire des essais avant une compétition importante, ce qui n'a pas été fait. Mais les joueurs, au niveau des noms, on les connaît. Ce seront ceux-là. Ce sont ceux qui étaient à l'Euro, plus un ou deux. Donc, c'est pas vraiment une sélection super innovante. Ça va être, à mon avis, De Ketelaere, Openda. Et voilà, il va changer. En fait, tous ceux à qui on a reproché de ne pas jouer, ils vont jouer maintenant. Je suis très déçu de l'absence de l'absence. C'est pas la faute de Tedesco, mais de l'absence de Lavia. Pour blessure, évidemment, il s'est blessé. Lui, pour moi, titulaire à 100%, il est dans l'équipe il est dans le 11 de Tedesco. Il est beaucoup plus fort que tous les autres milieux de terrain qu'on a, je trouve. Même plus fort que Onana. Il a un niveau de jeu que je trouve hallucinant, mais le problème c'est qu'il est en frigolite, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être importantes aussi dans cette. Je vais pas dire comme Rimmer, mais c'est se réconcilier avec le public belge aussi, parce que ça a été loin. Donc maintenant l'évaluation a été faite, visiblement elle est positive. Donc puisque non mais c'est vrai. Oui. Non, mais c'est les décisions. En tout cas, pas totalement négatives. Pas totalement négatives. Et donc, parce qu'il y a eu l'affaire Courtois, il y a eu l'Euro, il y a eu l'histoire avec les supporters aussi, après le match contre l'Ukraine. Donc, il y a quand même quelques dossiers qui sont. Voilà, il y a eu la communication aussi, il y a eu quelques problèmes avec certains joueurs aussi. Donc, voilà, donc opération séduction un peu du public, etc. Donc, voilà, c'est important de bien repartir et puis de trouver l'ossature, de trouver le système, de trouver que la mayonnaise prenne. Donc il y a une petite pression quand même sur lui, même si on dit que c'est la Ligue des Nations, il y a quand même une certaine pression. L'équipe nationale, ça reste un pays, hein. C'est pas la même chose que le championnat. Dans une évaluation, c'est comme pour un restaurant, on évalue la qualité-prix aussi. Ça coûte probablement un peu trop cher de s'en séparer maintenant. Surtout après l'avoir prolongé juste avant l'Euro. Donc on n'a pas les moyens si on payait l'indemnité pour licencier Tedesco, le coach qu'on prendrait derrière, il débarquerait du Kazakhstan. Enfin, il faut pas se leurrer. Ou alors ce serait un coach belge, mais de deuxième échelle division, par rapport. Ce serait pas un Philippe Clément qui viendrait maintenant, qui quitterait les Glasgow Rangers pour venir en sélection. Donc je pense que c'était logique de continuer avec Tedesco en fait, en acceptant le fait qu'il ait commis des erreurs. Il l'a reconnu. J'ai trouvé son discours assez positif, assez. C'est dommage que ça arrive si tard en fait. J'aurais bien aimé qu'il y ait une conférence de presse 2 semaines après l'Euro où ils nous disent tout ça. Parce que là, en fait, moi, l'impression que j'ai eue à l'Union belge, c'est qu'ils n'ont rien fait pendant 2 mois. C'était les vacances pour tout le monde. Et à un moment, ils sont rendus compte à 2 semaines de la sélection, ah bah mince, on n'a pas fait d'évaluation. Et c'est comme quand tu n'as pas fait tes devoirs avant la rentrée et que tu les fais vite fait pour que les professeurs ne disent rien. Il y a des problèmes aussi avec la démission ou le délimage, je sais pas, de Yelstrat aussi.
C'est Peter Willems qui a pris un peu le ce qu'elle pouvoir. sera dont peu de gens savaient ce qu'il faisait. La démission ou le départ aussi du CEO. Donc il y a eu à l'interne aussi quand même pas mal de problèmes à l'Union belge. Donc, c'est la routine. Ça. Il s'est passé beaucoup de choses. Et du Voilà. coup, retournons sur le terrain avec France-Belgique. Ouais. On va finir cette émission avec un pronostic. Avec nos amis français. De chaque consultant. On va commencer avec toi, Bruno. France-Belgique, quel score? Allez, Bruno. Quelle équipe Quelle équipe belge sur le terrain. Écoute, honnêtement, franchement... on peut plus rien dire parce qu'on a chaque fois perdu les Coupe du Monde, Euro, Championnat d'Europe, ça ce sont les compétitions. La Nations League, je rejoins ce que Julien a dit, ça doit être un laboratoire. Bon, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire le jour où De Bruyne n'est plus là? Ça va être le suivant dans la bande qui va faire ses adieux et on remplace comment? Un résultat, 2-0 pour la France. 2-0 pour la France, Julien? Moi, je verrais comme en 99, Belgique-Pays-Bas, 5-5. Voilà. Ah, oui. C'est original. Non, moi je dirais 2-0, 2-1 pour la France, et qui est supérieur à la Belgique. Parfois, c'est vrai qu'en tant que Belge chauvin, ça nous fait mal de reconnaître ça, mais ils ont et quand on voit aussi le sort réservé à Didier Deschamps, qui est un entraîneur qui a tout gagné, qui est l'apologie, l'évangile du CV incroyable. Il prend cher, lui. Et pourtant, il gagne, il est champion du monde, champion d'Europe. Enfin bon, voilà. Je trouve qu'ici, on est tellement gentil avec avec notre équipe nationale. Et donc voilà. Donc pour l'instant, rien à dire. Les Français sont supérieurs. Il faut le reconnaître. Nous, on a encore beaucoup de boulot. On a du talent. On a beaucoup de bons joueurs. Mais ça fait des années qu'on le dit. Et depuis 2018, cette maudite demi-finale, je crois qu'on cherche encore la meilleure formule. Et voilà. Je souhaite à Tedesco et à toute la Belgique de faire un bon résultat. Ça pourrait effectivement servir de lancement, de tremplin. Pourquoi pas? Et on va finir avec toi, Florent. Moi, je vois un match nul assez partagé ou une courte victoire belge. Je pense qu'il y aura plus d'esprit de revanche du côté belge. Je pense qu'on va prendre ce match plus au sérieux que les Français qui, eux, la Ligue des Nations, je pense que vraiment ça leur passe au-dessus. Je pense qu'il y aura de l'enthousiasme côté belge, une volonté aussi de se rattraper un peu après l'Euro. Alors qu'en France, autant en Belgique, j'ai l'impression qu'il pourrait toujours y avoir quelque chose autour de Tedesco au sein du noyau et une volonté de se rattraper après l'Euro. Autant du côté de Deschamps, j'ai l'impression qu'il est arrivé au bout de sa formule. Et que l'Euro, il faut regarder l'Euro aussi, quoi. Ils ont été plus loin que nous, mais avec quel fond de jeu, avec quelle atmosphère. C'était pas beaucoup plus positif autour de l'équipe de France. Donc je vois 2-2, on va dire 2-2. Okay. Donc on a un optimiste, plus ou moins optimiste, et 3 pessimistes. On verra la semaine prochaine. On verra. Oui, c'est vrai. Oui. Allez, deux optimistes et 2 plus pessimistes. Eh bien, on verra la semaine prochaine. Le match est lundi soir. Et on se retrouvera le lendemain pour une nouvelle émission de Top Sport. À la semaine prochaine.